cours de planification en traitement thermique du 11 novembre. À ce stade-ci de la session, on voit la fin arriver. Il y en a beaucoup plus de faits que ce qui reste à faire. Il y a des notions encore importantes à aborder. Euh, Entre autres, deux sujets que je veux voir immédiatement avec vous cette semaine. Deux outils entre autres supplémentaires, très utilisés dans le domaine du traitement thermique pour aider l'utilisateur des aciers à obtenir des caractéristiques mécaniques précises en fonction des alliages choisis pour aider les techniciens en génie mécanique comme vous à pouvoir obtenir des pièces mécaniques des propriétés mécaniques adéquates pour remplir leur fonction dans un assemblage quelconque. Ce que je vais aborder comme premier sujet, c'est de vous montrer un outil supplémentaire euh, qui s'avère être un autre diagramme de température refroidissement continu, un diagramme TRC. Il y a quelques semaines, bien entendu, je vous ai déjà présenté les diagrammes TRC. Ce sont des diagrammes TRC conventionnels que vous connaissez déjà, qui font l'objet de l'examen du deuxième partiel. Mais ce que je vous présente ici, c'est un autre type de diagramme TRC euh, qu'on a l'habitude d'appeler le TRC modifié, qui est adapté euh, pour l'industrie, pour aider l'utilisateur à mieux déterminer la dureté sur une pièce cylindrique. Je vais vous présenter cet outil-là. Il est, à mon avis, plus simple à utiliser que le diagramme précédent. Il est adapté pour faciliter le travail sur le plancher. Donc, en général, les aciers sont habituellement trempés à l'eau, l'huile ou à l'air. Ça, c'est la première considération. Et à partir de ces constatations, des diagrammes TRC ont été développés sur lesquels on va illustrer, plutôt que la vitesse de refroidissement et illustrer divers courbes de refroidissement, on va plutôt utiliser des diamètres de barres et considérer les trois principaux milieux de trempe. Vous voyez ici à l'écran un exemple d'un diagramme TRC modifié pour un acier donné. On est en mesure de reconnaître la présence de la zone martensite qui est tout à fait à gauche en bas, dans la partie inférieure gauche du diagramme. Si vous êtes en mesure de lire, c'est bel et bien indiqué martensite. Vous avez l'autre zone en forme de banane là, au centre, qui est la zone de la bénite. Et en zone plus foncée, dans la partie droite du diagramme, du côté supérieur en gris, c'est la zone de la ferrite. Et ce qui est en noir, c'est la zone de la perlite. Donc, vous voyez que comme dans les diagrammes TRC conventionnels, les diagrammes TRC modifiés illustrent les différentes phases qui peuvent apparaître dans l'acier au cours d'une trempe, au cours d'un refroidissement, tout dépendant de la vitesse de refroidissement qu'on fait subir à l'acier. Voilà. Je vous mets ce diagramme-là un petit peu plus visible à l'écran. Quand je vous disais que le diagramme illustre trois milieux de trempe principaux, vous les avez euh, représentés sur chacun leurs trois axes horizontaux. Donc, vous avez un axe concernant le refroidissement à l'air, qui est le plus haut. Le deuxième axe au milieu, qui est l'axe qui est utilisé, qui est relatif à la trempe à l'huile. Et le troisième, le plus bas, c'est l'axe utilisé lorsque on fait une trempe à l'eau.
Et l'axe horizontal représente des diamètres de barres circulaires en millimètres. Donc, c'est une autre façon d'exprimer une vitesse de refroidissement. Et ce qui est important aussi de considérer, c'est que euh, les diamètres de barres, j'avais déjà abordé ce sujet-là, plus les pièces sont massives, donc si on considère des barres de cylindriques, plus le cylindre a un diamètre important, plus le refroidissement à l'intérieur de la pièce va être lente. Donc, c'est une façon, autrement dit, d'exprimer des vitesses de refroidissement et c'est d'autant plus pratique pour un utilisateur sur le plancher qui ne s'intéresse pas vraiment à savoir c'est quoi exactement la vitesse de refroidissement au centre des barres. Il va plutôt directement utiliser l'information disponible, donc soit le diamètre de la barre, et grâce à ces outils-là, lui permettre de connaître les phases en présence lors d'une trempe dans trois milieux différents en fonction du diamètre des barres. Donc, ça simplifie un peu l'utilisateur qui n'ont pas nécessairement tous des formations en traitement thermique et donc pas tout à fait à l'aise à travailler avec les diagrammes TRC conventionnels. Donc, ce que ça permet de faire en même temps, les diagrammes TRC, meilleure précision dans l'évaluation des phases par rapport au TRC conventionnel, où là, c'est un petit peu plus difficile à évaluer. Sur ces diagrammes-là, les phases sont un peu plus faciles à évaluer. Difficile de prédire les vitesses de refroidissement lorsque le diamètre de la barre augmente, par contre. Donc, plus les diamètres de barre sont petits, plus on est précis dans l'évaluation des vitesses de refroidissement. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'intérêt des diagrammes TRC modifiés, c'est que le diamètre des barres, qui est une information directement disponible sur le plancher, il est illustré directement il est représenté sur le diagramme modifié. Et on a les trois principaux milieux de trempe utilisés dans l'industrie. Donc, ce sont des informations disponibles sur le plancher qu'on peut utiliser directement sur le diagramme. L'interprétation des phases est faite verticalement. Donc, au lieu d'utiliser les courbes de refroidissement sur les TRC où on suit la courbe, ce qu'on fait dans ce diagramme-là, c'est qu'on va euh, se positionner verticalement sur le diagramme en fonction du diamètre de la barre et en fonction du milieu de trempe. Ce qui est important aussi de considérer et de se rappeler, c'est que les résultats obtenus sont valides pour le centre des cylindres et non pas la surface. Donc, les faces que l'on obtient en fonction du diamètre de barre et d'un milieu de trempe, ce sont les phases au centre des cylindres et non pas en surface. Et il est possible d'évaluer les diamètres précis en utilisant les logs parce que l'échelle de diamètre est en log. On peut donner les cycles thermiques de transformation des phases et leur pourcentage. Donc, on peut autrement dit d'avoir les pourcentages de phases, comme on est capable de le faire avec les diagrammes TRC. Ici, on connaît la dureté d'une pièce trempée déjà. On peut, donc, si mettons, on a une pièce en industrie, puis on veut avoir la même dureté et on veut connaître la démarche qui a été faite. On ne connaît pas sur quel milieu de trempe, autrement dit, quel milieu de trempe a été utilisé pour avoir telle dureté. On peut faire la démarche inverse et retrouver les phases et les conditions de trempe, c'est-à-dire le milieu de trempe, pour permettre la copie de pièces dispendieuses. Donc, ça permet de copier à partir de la dureté d'une pièce qu'on a déjà, de reproduire le même résultat avec la même pièce, le même alliage. Donc, autrement dit, ça permet de connaître le milieu de trempe qui a été utilisé, sans le faire expérimentalement. Et les résultats de dureté sont pris sur la courbe ASCO. Ça, je vous reviens là-dessus, là. Je vais vous l'expliquer ce que ça veut dire exactement tout à l'heure avec un exemple. Donc, justement, premier exemple. Donc, dans chacun des milieux, des médiums, donc médium de trempe, autrement dit milieu de trempe, on nous demande de déterminer les phases que l'on obtiendrait lors de trempes, ces trois trempes-là, donc une trempe à l'eau, une trempe à l'huile, une trempe à l'air,
avec une tige en acier de 10 mm de diamètre, un acier contenant 0,38% de carbone, donc un acier ordinaire au carbone contenant 0,38. Donc, bien entendu, les diagrammes TRC modifiés, ils sont valides que pour un acier en particulier. Donc, ce sont des diagrammes personnalisés pour pour un acier en particulier. Donc, justement, il est précisé en bas du diagramme que ce diagramme-là que vous voyez il correspond pour un acier contenant justement 0,38% de carbone avec 0,7% de manganèse. Donc, on comprend que c'est un acier ordinaire au carbone, donc absence de d'autres éléments d'alliage. Et, et là, je vous montre un peu comment ça fonctionne. On va commencer par la trempe à l'eau. Là, on voit déjà apparaître les résultats à l'écran. Mais donc, à trempe à l'eau, ce qu'on a réussi à déterminer, c'est que lorsqu'on fait une trempe à l'eau sur une tige de 10 mm de diamètre avec cet acier-là, au centre, on obtient 100% martensite. Donc, comment on fait ça? Donc, je débarque un petit peu de ma présentation PowerPoint pour vous montrer que, ben, on a une tige de 10 mm et on fait une trempe à l'eau. Donc, l'axe de travail horizontal va être le troisième axe, celui concernant la trempe à l'eau. Bien entendu. Là, je vais juste faire une petite vérification si mon animation continue. Parfait. Donc, il s'agit de déplacer, on lit verticalement, comme il a été indiqué tout à l'heure, et on déplace une ligne verticale vis-à-vis le chiffre de 10 mm pour une trempe à l'eau. Et voilà. Donc, je me mets environ à peu près ici, là. Bon. Donc, vous voyez ici, sur l'axe Water Quench, trempe à l'eau, pour une barre de 10 mm, et je lis verticalement. Et donc ici, c'est la zone, au départ, c'est la zone d'austenite instable, que vous voyez ici. Et là, on lit verticalement et on s'aperçoit qu'on évite la zone de la bénite et on passe directement dans la zone de la martensite. Donc le MS, il est représenté tout à fait en haut. Ensuite, on traverse une deuxième ligne qui dit que à ce stade du refroidissement, on a transformé 10% de l'austenite en martensite et ça continue 50, 90 jusqu'au MF. Où, là, si on oublie la considération qu'on a, comme on a vu dans un chapitre précédent, qu'il y a présence d'ostinite résiduelle, les diagrammes TRC ne tiennent pas compte de la présence d'ostinite résiduelle, donc on fait semblant qu'on a tout transformé en martensite. Donc, on voit que pour une trempe à l'eau, au centre d'une barre de 10 mm avec cet acier-là, on aurait 100% martensite. Si on refait l'exercice, mais pour un deuxième milieu de trempe, on nous a demandé de refaire la même trempe, avec la même tige, même diamètre, même acier, cette fois-ci trempé à l'huile. Donc, bien entendu, cette fois-ci, il va falloir travailler avec le deuxième axe, Oil Quench, trempé à l'huile, repositionner la barre verticale vis-à-vis le 10 mm sur l'axe de trempe à l'huile. Et vous voyez, là, la droite traverse bel et bien la zone bénétique, ce qui nous montre que cette fois-ci, on sait tous que l'huile est un milieu de trempe moins sévère que l'eau, donc sa capacité calorifique et sa conductivité thermique, elle est moins grande que l'eau. Donc, ça refroidit plus lentement dans l'huile que dans l'eau. Et on voit le résultat, on voit que le refroidissement est suffisamment lent pour faire apparaître de la bénite. Et donc, vous remarquez qu'il y a 4 courbes, là, 5 courbes même là, dans la bénite. Il y a la première qui correspond au début de la transformation. Ensuite, le deuxième courbe qu'on traverse pour une température plus basse où qui correspond à 10% de transformation en bénite. Donc, on traverse complètement la courbe, la deuxième, qui nous montre, en la traversant, en la touchant, on a automatiquement formé 10% de bénite. Et puis, ensuite, un petit peu plus loin, on traverse la frontière en pointillé qui délimite la martensite de la bénite. Et on la traverse à peu près au centre entre la courbe représentant 50, parce que la troisième courbe dans la bénite représente 50% de transformation. Donc, on la traverse entre les courbes de 10 et 50, à peu près à mi-chemin. Donc, moi, je me risquerais à dire qu'on a fait environ 20 à 25% de bénite. On va dire 20.
Donc, tout dépendant de l'endroit exactement où on croise la ligne verticale oblique, là, donc entre 50 et 10, mais c'est une échelle logarithmique ici, donc il faut faire attention. Donc, à peu près 20% de bénite de formé ici. Et le reste étant transformé, et là, on rentre, étant donné qu'on rentre dans la zone martenstique, le 80% d'austenite qui ne s'est pas transformé durant le passage dans la bénite, ben, va être éventuellement transformé en martensite à partir du MF. Donc, on peut dire que lorsqu'on trempe à l'huile cet acier-là, on obtient 20% de bénite, 80% de martensite. Et finalement, si on laisse refroidir l'acier à l'air, on n'utilise pas le mot trempe à ce moment-là, mais on pourrait, pour simplifier l'intervention, dire qu'on fait une trempe à l'air. Euh, ça devient plus, dans le cas de cet acier-ci, ça devient un recuit, ce qu'on appelle un recuit complet. On va en parler dans un autre, la semaine prochaine, des recuits. Donc, et là, ce qu'on obtient, ce que ça nous montre, c'est que là, si on se place sur l'axe correspondant au refroidissement à l'air, à 10 mm, encore une fois, bien entendu, à peu près, on voit bien qu'on traverse la zone en gris. Donc, ça, c'est la zone de la ferrite primaire. Étant donné que c'est un acier qui contient 0,38% de carbone, on est en bas de 0,8. Donc, on se rappelle qu'à 0,8, si on fait refroidir un acier lentement à 0,8, on n'a que de la perlite. En bas de 0,8, on a une présence de ferrite primaire, en plus de perlite. Et moins il y a de carbone, plus il va y avoir de ferrite primaire et moins il va y avoir de perlite. À l'inverse, un acier hypereutectoïde contient plus que 0,8% de carbone. Il n'y aura pas de ferrite primaire. Ça va être un mélange de cémentite primaire et de perlite. Donc, ici, particulièrement, on a affaire à un acier qui contient environ 0,4. Donc, si on le fait refroidir lentement, ben, les phases d'équilibre vont apparaître. En premier, ça va être la ferrite primaire qui va apparaître. On le voit bien sur le diagramme. Donc, on traverse la zone gris pâle. On traverse la courbe correspondant à 10% de transformation. Vous avez la ligne pointillée un petit peu plus bas, là, juste avant la zone noire, où là, ça correspond ça à peu près à 45% à peu près. Non, c'est 54% à peu près de ferrite primaire. On traverse la ligne pointillée, on dépasse le 50 et on atteint un petit peu plus loin euh, la zone de la perlite. Et donc, on forme à peu près, ben à peu près. On pourrait le déterminer exactement parce que ce résultat-là, on pourrait l'avoir avec le diagramme d'équilibre. Donc, forcément, avec une teneur en carbone de 0,38, si on fait la règle des bras de levier inverse sur le diagramme d'équilibre, on arriverait à un taux de ferrite d'environ 54-55%. Donc, c'est ce qu'on obtient aussi à travers le diagramme TRC modifié. Et là, on voit qu'ensuite, on forme de la perlite, mais pas entièrement, parce qu'on remarque qu'à 600 degrés C environ, on cesse de faire de la perlite et on commence à faire un peu de bénite parce qu'on traverse un petit peu la zone bénitique. Et on la traverse lorsque, exactement, vous voyez, la droite, elle la donne parfaitement sur le début de la courbe correspondant à 90% de transformation. Donc, on fait 100 moins 90, on fait à peu près 10% de bénite. Parce qu'au moment où on commence à faire de la bénite, on croise exactement au même endroit la courbe de 90% de transformation. Donc, il reste encore 10% d'austenite non transformée qui va s'en transformer en bénite. Étant donné qu'on a fait 90% de transformation et qu'on sait qu'on a fait 54-55% de ferrite auparavant, donc 90 moins 54, disons, ça fait 36% de perlite. Donc, lorsqu'on traverse la zone noire, on fait 36% de perlite. Mais on ne la fait pas au complet, parce qu'on voit que le refroidissement est un petit peu trop rapide pour ne faire que de la ferrite et de la perlite. On voit que la ligne droite, la verticale, traverse aussi la bénite. On avait dit déterminer à peu près à 10%. Voilà. Donc, le résultat pour une trempe à l'air ou un refroidissement à l'air, devrais-je plutôt dire, c'est 50% de ferrite, 10% de bénite avec 36% de perlite. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne les diagrammes TRC au niveau des phases. Donc, là, vous allez peut-être me dire, c'est bien beau tout ça. On a les pourcentages de phase aussi avec un diagramme TRC à partir d'informations de départ différentes d'un diagramme TRC
conventionnelle. Donc, avec un TRC modifié, on peut obtenir des informations sur les phases à partir de diamètres de barre et de conditions de milieu de trempe bien précis. Mais ce qui intéresse beaucoup plus les mécaniciens, les techniciens en génie mécanique, c'est la résistance mécanique, en l'occurrence la dureté. Donc, est-ce que je peux obtenir une information de dureté? Bien entendu. Donc, je vais le faire à travers un autre exemple. Vous allez voir. Non, c'est un petit peu plus loin que je vais faire ça, la dureté. Je vais compléter auparavant un deuxième exemple en rapport avec les phases. Donc, un deuxième exemple avec un autre acier. Donc, un acier allié cette fois-ci, ou micro-allié, contenant 0,4% de carbone, 1,5% de nickel, 1,2% de chrome et 0,3% de molybdène. Donc, un acier avec une bien meilleure trempabilité qu'un acier ordinaire au carbone. Donc, au niveau du carbone, c'est à peu près le même acier que le précédent, sauf que là, on a ajouté des éléments d'alliage. Et ça va déboucher bien entendu sur un autre diagramme TRC modifié, propre à ce nouvel alliage-là. Vous voyez, vous remarquez tout de suite que la zone martenstique s'en va beaucoup plus loin, vers la droite, vers des conditions de refroidissement plus lentes, autrement dit, pour des diamètres de barre plus élevés. Et vous voyez aussi que la zone ferritique et perlitique, elle est vraiment, elle est presque disparue, pas complètement. Donc ça, c'est vraiment le résultat de l'ajout de trois éléments d'alliage qui apportent une contribution importante à la trempabilité des aciers, ou autrement dit, à la facilité, à la martensite d'apparaître, même pour des refroidissements lents, le molybdène, le chrome et le nickel. Et si on refait le même exercice, c'est-à-dire si on commence par considérer une trempe à l'eau pour une barre de 10 mm, on se place ici. Et on voit bien, très bien que on ne fait que de la martensite. Donc, au centre de la barre, on fait 100% de martensite. Donc, il y a de la martensite partout la tige. Bien entendu, si on fait 100% martensite au centre d'une barre, là où le refroidissement est le plus lent, forcément, on va avoir aussi de la martensite à la surface de ces mêmes barres-là, parce que le refroidissement est encore plus rapide à la surface. Donc, 100% martensite au centre d'une barre pour un refroidissement à l'eau. À l'huile, ça va donner le même résultat. Donc, on a encore 100% martensite. Et si on fait une trempe à l'air, donc on se met à 10 mm ici, bien, on s'aperçoit qu'on évite tout juste la zone de la bénite et on réussit à conserver toute l'austenite pour retraverser encore une fois uniquement la zone de transformation martenstique. Donc, on a encore une fois 100% martensite. Donc, une tige de 10 mm de diamètre, lorsque vous la faites refroidir à l'air, avec un acier contenant 0,4% de carbone, 1,5% de nickel, 1,2% de chrome et 0,3% de molybdène, ben, même en refroidissant à l'air, l'acier va tremper partout, donc même au centre. Euh, Cet acier-là, en particulier, ça correspond à l'acier 4340. Donc, c'est un acier qui est très utilisé dans le domaine de la mécanique, dans le domaine structural au niveau de l'aéronautique, comme par exemple, c'est cet acier-là qu'on utilise pour faire les trains d'atterrissage pour les avions. Donc, on voit l'importance, là, parce que les avions, la section qui supporte la charge en flexion du poids de l'avion lors du décollage va être extrêmement résistante. Et on comprend que cet acier-là permettrait d'obtenir la martensite même dans les sections les plus épaisses, qui avoisinent quelques dizaines de millimètres aussi. Voilà. Puis donc, les trains d'atterrissage, ils sont trempés à l'huile. Donc, vous voyez là que 10 mm, les sections qui ont 10 mm trempent très facilement. Et même que dans un train d'atterrissage, il y a des sections qui font environ, les sections les plus épaisses des plus gros trains d'atterrissage font à peu près 10 cm de section. C'est très épais. Et on s'aperçoit que à 100 mm, trempe à l'huile, on réussit à aller chercher la martensite même au centre de ces sections épaisses-là. Donc, pour faire un train d'atterrissage pour un avion commercial, le 4340 s'avère tout à fait adéquat. Euh, donc, il va offrir, autrement dit, la résistance adéquate, donc limite élastique quand même relativement haute, parce que l'acier, on réussit à le tremper jusqu'au cœur, mais aussi à la fois une très grande résistance au choc, une très grande résistance à la propagation des fissures. Ce
qui est important. Le- pour un train d'atterrissage, c'est au décollage que le train travaille le plus fort. Donc, il faut à la fois que le train soit tenace pour empêcher les fissures de se propager et de voir le train d'atterrissage se fendre au milieu lors du décollage. Voilà. Donc, je poursuis plus loin maintenant. Donc, on va faire un autre exemple, un autre acier, le 4135. Quelles sont les phases et les proportions de phase pour une pièce de 10 mm de diamètre trempée à l'air? Et là, ça, on est capable, on sait très bien comment faire maintenant, mais ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on nous demande aussi de déterminer la dureté à partir du diagramme TRC modifié. Et là, je vous montre comment faire. Là, ce que je vous montre ici, c'est le diagramme TRC modifié d'un troisième acier, moins allié que le précédent, mais plus que l'acier ordinaire au carbone qui a été le premier acier cité en exemple. Donc, un autre diagramme d'allure différente un petit peu. Et vous remarquez qu'il y a un diagramme supplémentaire en bas, parce qu'en réalité, les diagrammes TRC modifiés sont toujours accompagnés d'un deuxième diagramme en bas. Le diagramme en bas représente quoi? Il représente des courbes de revenus. Hein, vous savez que quand on trempe un acier, je l'ai répété souvent, très, très, très rarement, pour certaines applications, on va le faire, mais c'est assez rare. À chaque fois, après une trempe, on procède à un revenu pour aller chercher de la résistance au choc. Euh, et on sait bien, on l'a vu dans un chapitre précédent, que tout dépendant de la température du revenu, la dureté au final va être différente. Donc, les TRC modifiés sont toujours accompagnés de courbes de revenus qui vont nous permettre de déterminer la dureté, soit brute de trempe, sans revenu, ou avec un revenu avec une température donnée. Là, on va faire un exemple pour illustrer l'utilisation des deux diagrammes à la fois. Donc, là, on avait parlé de quoi? On avait parlé d'une pièce, encore une fois, de 10 mm de diamètre, trempée à l'air. On nous demande au départ les proportions de phase. Donc, on va commencer par la proportion de phase. Donc, je place une droite à 10 mm environ de diamètre. Là. Il n'est pas tout à fait sur le 10. Là. On parle d'une trempe à l'air. Donc, on parle de quoi? Là? On parle... OK, la trempe à l'eau. Autrement dit, on va faire tous les milieux de trempe. Pour une trempe à l'eau, ben, ça donne à peu près 100% martensite. On le voit bien, on traverse la zone martensitique. Et là, la dureté brute de trempe, ce qu'on fait, c'est qu'on prolonge la droite verticale, puis on traverse le deuxième diagramme. Et vous remarquez que vous avez une première courbe, OK, qui traverse ici. Et on va être capable de lire éventuellement avec les courbes les duretés qui sont représentées sur les échelles Rockwell-C et à droite et dureté Vickers à gauche. Donc, pour aller chercher la dureté brute de trempe sans revenu, on va utiliser la courbe plus haute, qui est définie comme étant as cool. As cool, ça veut dire tel que refroidi après la trempe, ou brute de trempe si on veut en français, là, en termes français. Donc, on lit tout simplement, là la flèche est un petit peu mal positionnée, là, mais c'est vraiment le prolongement de la courbe que vous voyez ici, là. Donc, la flèche à pointe. Je vais réajuster un petit peu la hauteur de la flèche, là. On la mettre vraiment vis-à-vis ce que je suis capable de faire. Là. Bon, je suis pas capable de faire mieux que ça. Mais si on lit correctement, donc on lit à peu près quelque part au-dessus de 610 environ vehicles sur la courbe ASCO. Donc brut de trempe sans revenu 610. Voilà. On pourrait aussi lire horizontalement sur l'autre axe et on voit que visuellement, on aurait quelque chose à peu près à 56 Rockwell C selon l'échelle de l'autre côté. Pour une trempe à l'huile, maintenant, donc on déplace la droite vis-à-vis le 10 mm sur l'axe de trempe à l'huile.
Donc, pour les phases, c'est assez simple. On s'aperçoit encore une fois que le diagramme du haut nous montre qu'on traverse uniquement la zone de la martensite. Donc, on fait encore 100% martensite. Et lorsqu'on traverse la ligne de la courbe de revenus correspondant à pas de revenus, justement, à school, brut de 30, on a une dureté un petit peu plus faible. On voit que la courbe est un petit peu plus basse à cet endroit-là, mais une différence d'à peu près 5 viqueuses. C'est presque pareil, là. Donc, ça ne pèse pas beaucoup. On pourrait même considérer que la dureté est légèrement conservée, ce qui est un peu normal parce qu'on a les mêmes phases. On a 100% martensite encore. Donc, étant donné que la dureté de la martensite dépend du taux de carbone, bien entendu, le taux de carbone n'a pas changé dans l'acier. On a encore les mêmes phases, donc on s'attend d'avoir la même dureté, 210 piqueuses. Et si maintenant on fait un refroidissement plus lent, c'est-à-dire une trempe à l'air, donc on met la barre verticale vis-à-vis 10 mm sur l'axe correspondant au refroidissement à l'air, mais on s'aperçoit tout de suite que là, on ne fait pas que de la martensite, on finit par faire de la martensite à la fin, mais on s'aperçoit qu'au départ, on fait de la ferrite primaire, on traverse la zone de ferrite primaire. On en fait environ pour à peu près, là, si vous voyez, là, on quitte la zone de la ferrite primaire exactement, la barre rouge passe exactement à l'endroit où la courbe de 10% croise la droite pointillée oblique qui sert de frontière entre la bénite et la ferrite et la perlite. Donc, ce que ça dit, c'est qu'on fait exactement 10% de ferrite primaire. On ne fait pas de perlite parce qu'on ne traverse pas le pointillé. Donc, c'est à partir du pointillé qu'on fait de la perlite et on n'en fait pas ici. Donc, on fait de la bénite immédiatement après la formation de ferrite primaire. Et on en fait tout le long jusqu'à temps qu'on sort de la zone de la bénite. Et on sort de la zone de la bénite. Donc, vous voyez qu'on est à mi-chemin entre la courbe représentant 90% de transformation et 100% de transformation. Donc, on forme de la bénite, on cesse de former de la bénite, disons, lorsqu'on a transformé, disons, 95% de l'austenite. De ce 95% d'austenite-là, on sait qu'on en a fait 10% de ferrite. Donc, autrement dit, 95 moins 10, ça veut donc dire qu'on aurait fait 85% de bénite. Donc, de l'austenite qui a été transformée à ce stade-là, donc on a fait 95% de transformation. Il y a 95% de l'austenite qui a été transformée. On sait qu'on a fait 10% de ferrite, donc forcément, on a fait 85% de bénite, 95 moins 10. Donc 84, bon, j'ai marqué 84, mais c'est presque 85 aussi. Et le reste, là, on traverse la zone de la martensite, donc le restant, en l'occurrence, 6% de martensite. Et voilà, ce sont les phases qui apparaissent dans ces conditions-là avec cette tige d'acier, de cet acier-là de 10 mm de diamètre en son centre. Et pour ce qui est des duretés, ben, on prolonge la ligne verticale jusqu'à traverser le deuxième diagramme et on traverse, là, on utilise la première courbe, on lit à peu près, là, horizontalement, là, ce qu'on est à peine dur de dire, on a quelque chose autour de 340 Vickers. Et à peu près, là, sur l'échelle des Rockwell-C, ça donne à peu près 35 Rockwell-C environ. Voilà. Donc, ici, pour en arriver à 84, ce qu'on fait, on mesure, autrement dit, on peut mesurer, malgré que ça, il faut faire attention avec ça parce que en réalité, les courbes sont les 5 courbes. Mettons, si vous regardez la zone de la bénite, vous avez la première qui correspond au début de transformation. Ensuite, vous avez la deuxième qui correspond à 10. Celle du milieu, c'est 50%. L'avant-dernière, c'est 90% de transformation. Et la dernière, c'est formation complétée 100%. Et là, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'elles sont séparées de manière logarithmique. Mais, bon, moi, pour simplifier un petit peu mes exemples, je fais semblant qu'elles sont séparées de manière linéaire. Donc, pour en arriver à 84, ce que je fais, c'est que je mesure la distance sur, mettons que le diagramme est sur une feuille de papier, je mesure la distance entre 100% de transformation et 90, 28 mm, par exemple. Ensuite, je mesure la distance entre la courbe 90%, à l'endroit où ce que la ligne verticale rouge là,
traverse la frontière Pointillé, Bénite, Martin-Site. Donc, je mesure la distance. Donc, mettons, si je voulais être plus clair, là, la flèche, je devrais la mettre un petit peu plus haute. Là, je mesure exactement cette distance-là ici. Donc, mettons que ça donne sur ma feuille, que ça donne à peu près 11 millimètres lorsque je le mesure sur une feuille de papier, disons. Mettons, c'est un exemple. Donc, 11 millimètres. Et on fait une règle de proportionnalité. Autrement dit, on sait que ça sépare, ça correspond à 10% de différence, là. C'est 10% de transformation supplémentaire entre ces deux courbes-là. Donc, avec un calcul qui est montré ici, donc on fait tout simplement, c'est un calcul de règle de proportionnalité. Donc, on sait qu'on a fait 80%, donc autrement dit, euh, ça donne, autrement dit, là, on pourrait le faire à l'œil aussi, mais on pourrait le faire, si on veut être plus précis, on utilise un calcul. Donc, avec le calcul, ça donnait 6% de martensite. Voilà. Deuxième question. À partir de l'acier 4135, quel serait le diamètre équivalent dans la dureté et les phases pour une trempe à l'huile? Donc, on nous demande, autrement dit, devrait être le diamètre de la tige? Si on veut avoir les mêmes phases et la même dureté, donc, parce que les phases viennent avec la dureté, mais pour une trempe à l'huile. Donc, il faut trouver un diamètre de bord. Donc, ce qu'on fait, c'est que on veut avoir les mêmes phases et la même dureté. Donc, on trace la droite verticale, que le problème précédent. Fait qu'on repositionne la droite verticale à l'endroit même où on a dû la placer pour répondre aux questions du problème précédent. Donc, on avait dû se mettre à 10 millimètres sur l'axe d'un refroidissement à l'air. Et on va lire sur l'axe du refroidissement à l'huile, le deuxième en bas, et on va lire, donc c'est 10% de ferrite, 84% de bénite, 6% de martensite. Donc on se met à l'huile, on va lire sur l'axe la position où on se trouve. Et là, faut être prudent, c'est une échelle logarithmique. Moi, dans mon cours, là, je ne vous ai pas montré par manque de temps, là, je ne vous ai pas montré comment transformer des données linéaires en log. Donc, je me risque là, à le faire à peu près, là. Bon, malgré qu'on peut utiliser des feuilles log pour superposer, mais ça ne fonctionne pas toujours. Je pourrais peut-être, s'il me reste du temps d'ici la fin de la session, vous montrer la méthode mathématique là, pour en arriver à très précisément à déterminer justement autrement dit, la droite, elle arrive à un endroit précis. On ne peut pas utiliser une règle de proportionnalité parce que c'est une échelle logarithmique. Mais si je le faisais, j'arriverais à 77 millimètres. Donc on sait qu'on est quelque part entre 50 et 100, mais c'est pas linéaire. OK? Donc on ne sait pas exactement. Donc il faut utiliser la fonction mathématique log combinée avec la fonction exponentielle exposant 10 pour en arriver à déterminer 77 millimètres. Si j'ai le temps, d'ici la fin de la session, je prendrai une période peut-être pour vous montrer comment on fait pour arriver à 77 millimètres. Mais voyez-vous, ce qui est important de retenir, c'est que euh, si on trempe à l'huile, pour avoir les mêmes résultats, l'huile, bien entendu, elle a un pouvoir trempant plus efficace que l'air. Donc, pour avoir le même résultat qu'on avait eu avec un refroidissement à l'air au centre d'une barre de 10 millimètres, vu que la trempe à l'huile elle est plus sévère, ben, un diamètre de barre plus élevé que 10 va être capable de tremper au centre si on le trempe à l'huile. Et quel est ce diamètre-là qui permettrait d'avoir exactement le même résultat qu'on a obtenu avec une tige de 10 millimètres trempée à l'air? Si on le trempait à l'huile, le diamètre de la barre avec cet acier-là devrait être de 77 millimètres. Voilà. OK. Et pour l'eau, donc quel devrait être le diamètre d'une tige pour avoir le même résultat qu'on a obtenu lors d'une trempe à l'air au centre d'une barre de 10 millimètres?
Donc, on sait que la trempe à l'eau, c'est encore plus sévère, donc on s'attend d'avoir un diamètre de bord capable de tremper au centre encore plus grand. Et effectivement, on croise, la droite verticale croise l'axe des diamètres de bord pour des trempes à l'eau à presque 100. On voit qu'on passe un petit peu avant 100 si on, si on le détermine correctement par les fonds de manière mathématique. On arrive à 89 millimètres de bord. Donc, étant donné que l'eau a un pouvoir d'extraction de chaleur encore plus efficace, ça ferait en sorte qu'une tige de 89 millimètres serait capable d'obtenir la même, nous permettrait d'être capable d'avoir la même dureté que dans une tige de 10 millimètres trempée à l'air et que dans une tige de 77 millimètres de diamètre trempée à l'huile. Voilà. Et ce qui reste à dire concernant les diagrammes TRC modifiés maintenant, c'est que non seulement on est capable d'avoir la dureté brute de trempe, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais on est capable aussi d'avoir la dureté après des revenus. Pour différentes températures, il s'agit d'utiliser des courbes les autres courbes qui se retrouvent dans la partie inférieure de la courbe as-cooled. Faire un petit exemple encore. Donc, si on fait une trempe à l'huile d'une tige de 10 millimètres de diamètre, suivi d'un revenu à 500 degrés C, quelle sera la dureté obtenue? Donc, les phases, mais on se rend compte que 10 millimètres de diamètre suivi d'un revenu trempé à l'huile, ben, si on place la barre verticale correctement, donc à 10 millimètres sur l'axe correspondant au trempe à l'huile, on fait 100% martensite après la trempe. Et ensuite, on met l'acier dans un four à 500 degrés C pendant 1 heure. Les phases qu'on obtient, ben, on pourrait peut-être simplifier. Là, c'est sûr que ce diagramme-là ne nous permet pas de savoir quelles sont toutes les phases qui vont apparaître lors du revenu. Je vais être contenté de dire qu'on obtient de la martensite revenu. Probablement qu'il va y avoir une certaine présence de ferrite primaire, de bénite, un petit peu de perlite très finement disséminée, mais ces outils-là ne nous permettent pas de savoir les phases après revenu, seulement les phases après la trempe. Mais ce qu'on est capable d'avoir de manière assez précise en revanche, c'est la dureté après la trempe et le revenu à 500. Il s'agit donc d'utiliser la courbe, d'identifier le 500 degrés C pendant 1 heure, qui est le deuxième que vous voyez ici, d'aller utiliser la droite oblique qui va nous diriger vers la bonne courbe. Donc, vous voyez, là, je pointe la courbe avec ma flèche, et de lire au croisement de la ligne verticale avec la courbe correspondant à un recuit de 500. Donc, on voit qu'on on débouche sur une dureté d'environ 375 viceuses à peu près. Si on va lire de l'autre côté, ça donne à peu près 39 recoils C. Voilà. Donc, ceci va, je pense, compléter la première capsule du cours de cette semaine. Je reviens avec une deuxième capsule où je vais entretenir sur un tout nouvel outil, encore une fois, où là, on va aborder un terme très important pour vous qui s'appelle la trempabilité quantitative. Euh, Ça va donc être le sujet central de la prochaine capsule de la semaine du 11 novembre.